Bonjour à tous. Pour les nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Umberto et je suis investisseur financier. Aujourd'hui, je continue mon analyse des partis politiques et je vais analyser le parti Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Ce parti a été créé le 23 novembre 2008. C'est un parti se réclamant du gaullisme et qui est très souvent classé à droite ou à l'extrême droite. Ce parti a donc été fondé par Nicolas Dupont-Aignan. Il est né le 7 mars 1961. Il est diplômé d'IEP Paris, plus communément appelé Sciences Po. Il est diplômé de l'Université Paris-Dauphiné et également de l'ENA. J'ai envie de vous dire, comme l'écrasante majorité des politiques en France, ils viennent pratiquement tous de l'ENA. Ce qui est une critique d'ailleurs qui est souvent faite aux politiques. C'est une critique en fait de consanguinité, car ils viennent tous plus ou moins du même monde et sont tous issus du même moule, on va dire. Donc son parcours politique, il a adhéré au RPR en 1976, qui était le parti qui a été fondé par De Gaulle en 1958. Il y a été jusqu'en 1999. Ensuite, il a été pendant un an au RPF, puis à l'UMP de 2002 à 2007, parti qu'il va quitter sur fond de désaccord avec le président nouvellement élu de l'époque, Nicolas Sarkozy, notamment sur sa politique pro-européenne, pro-américaine et pro-immigration. Pour le détail, lors du référendum de 2005, Nicolas Dupont-Aignan avec Philippe de Villiers avait appelé à voter non, à l'inverse de la ligne politique du parti auquel les deux appartenaient à l'époque. Une anecdote aussi qui démontre un peu, disons, les pouvoirs des médias sur les élections politiques. Donc, par la suite, comme vous savez, donc, il crée son parti politique en 2008. Et alors, lors de l'élection 2017, Nicolas Dupont-Aignan affirme avoir reçu un coup de fil de Serge Dassault, qui était un actionnaire du journal Le Figaro, qui lui demande de se désister au profit de François Fillon. Donc là, on voit la collusion entre médias et vie politique et élections également. D'ailleurs, quand je ferai l'analyse du parti La République En Marche de Macron, j'expliquerai très bien que Macron, s'il a été élu en 2017, il le doit beaucoup aux forces de l'argent, pour lesquelles en fait il est à leur service. Et ainsi, ces gens qui contrôlent tous les médias en France, ou quasiment tous, ont permis qu'il soit réélu en lui donnant une bonne image aux yeux des Français. Car les Français, en règle générale, mais c'est pas que les Français, c'est global à l'écrasante majorité des pays au monde, ne lisent jamais les programmes politiques. Donc, ils s'en plaignent par la suite. C'est vrai que souvent les politiques n'appliquent pas leur programme, mais quand ils l'appliquent, même ceux qui ont voté pour lui réclament. L'augmentation, par exemple, de la CSG, qui est quelque chose que tous les retraités ont râlé quand ça a été mis en place. Il faut savoir que dans le programme de 2017, Macron l'annonce. Après, les gens les plus âgés, qui en plus sont ceux qui ont le plus voté pour lui, ont par la suite réclamé qu'il ait mis en place quelque chose qu'il avait prévu. Mais bref, revenons à nos moutons, on va dire. Donc, je vais commencer l'analyse du parti Debout la France par ce qui est au fond ma spécialité, c'est-à-dire la partie économique. Et je vais donc analyser le programme politique économique de ce parti et dire si selon moi c'est viable ou pas et si ce sont des bonnes idées ou pas. Premier point, il souhaite donc, pour pouvoir maîtriser les budgets, remplacer l'Union européenne par une communauté des nations libres. Bon, sur ce point-là déjà, c'est impossible à mettre en place en l'état pour une raison très simple. C'est que remplacer l'Union européenne par une communauté des nations libres, déjà pour changer les statuts de l'Union européenne, il faut savoir qu'il faut l'unanimité des 27 des États membres. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a des États qui ont de l'intérêt dans l'Union européenne, dont l'Union européenne sert plus leurs intérêts que l'inverse, notamment l'Allemagne, comme tout le monde sait. Eh bien, vous vous doutez bien que les Allemands ne voteront jamais favorablement à ce type de programme. Ce qui est complètement logique, car un État qui est favorisé
ne reviendra pas contre. Donc ce point-là est, à mon avis, impossible à mettre en place. Ensuite, il souhaite augmenter les salaires de 8% pour les fonctionnaires et pour les retraités. Les retraités s'étendent pour les retraites, évidemment. Il souhaite financer cette augmentation via le combat à la fraude fiscale, notamment la fraude à la carte vitale, ce qui est selon moi l'un des plus grands scandales en France. C'est-à-dire qu'en France, vous êtes dans un pays où il y a 62 millions d'habitants, ou 67, j'ai un doute, et vous avez 72 millions de cartes vitales en circulation. Donc vous imaginez bien qu'il y a plusieurs millions de personnes qui profitent du système français alors qu'ils ne vivent pas en France. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, engendre des dépenses assez extravagantes. Donc c'est une bonne idée, mais qui est relativement difficile à mettre en place. Donc, et ensuite, on va dire aussi quid des salaires dans le privé, c'est-à-dire on augmente de 8% les salaires pour les fonctionnaires et les retraites, mais le secteur privé, on fait comment? On maintient les mêmes salaires? Bon, ça se passe comment? C'est pas vu dans le programme. Continuons. Il souhaite ensuite l'indexation des salaires par rapport sur l'inflation, c'est-à-dire que les salaires augmentent à la mesure de l'inflation. Et encore une fois, c'est une mesure qui s'adresse seulement aux retraités et aux fonctionnaires. Donc là, on peut voir une récurrence dans les augmentations qu'il propose et c'est ciblé retraités, fonctionnaires. Je pense, ça c'est une opinion propre, c'est plutôt quelque chose d'assez populiste et qui permet en fait d'avoir le maximum de voix éventuellement d'être élu. Pourquoi? Car en France, mais comme dans la majorité des pays d'ailleurs, les gens qui votent le plus, ce sont les seniors et ce sont les fonctionnaires. Donc évidemment, faire des mesures en leur faveur permet de capter leur vote. C'est d'ailleurs ce qu'avait très bien compris Macron en 2017. Et également 2012 et avant Hollande et Sarkozy. Bon bref, en réalité tous les présidents. Donc il souhaite ensuite la suppression de la TVA sur les carburants. Ça c'est quelque chose pour lequel je suis complètement d'accord. Pour moi ça c'est un scandale. On taxe à mort les carburants, donc on taxe les classes moyennes et les classes pauvres qui utilisent leur voiture pour aller au travail, car en réalité les gens plus riches, eux, ils peuvent payer, c'est pas un problème, étant donné qu'ils ont des moyens financiers pour. Vous pouvez faire passer le prix de l'essence d'1,5 € à 2 € sans que ça impacte leur consommation. Par contre, sur les classes moyennes et pauvres qui ont besoin de leur véhicule pour se rendre au travail, eh bien eux, ils vont être taxés à mort. Et ensuite, bien sûr, on utilise souvent la justification fallacieuse de l'environnement pour justifier ces augmentations perpétuelles et ces créations de nouvelles taxes. Donc le fait de supprimer la TVA pour les carburants, c'est une très bonne décision et qui me paraît être une décision de bon sens et qui permettra de donner du pouvoir d'achat aux plus démunis. Donc c'est une position sur laquelle je suis aligné. Il souhaite ensuite produire en France. Alors ça, c'est un peu le discours ambiant de tous les politiques. Consommer français, produire en France. Tout d'abord, il faut dire que c'est une bonne idée, mais il y a un problème. Le premier problème est bien évidemment lié au coût. C'est-à-dire qu'acheter français est beaucoup plus cher. Donc, si la majorité des gens commenceraient à consommer français, ils verraient leur pouvoir d'achat baisser sensiblement, car les prix français sont en moyenne 30% plus chers. Évidemment, ils souhaitent pour cela enlever l'imposition, baisser l'imposition sur ce qui sera réinvesti en France, qui est encore une fois une bonne idée, mais difficile à contrôler aussi, car comment savoir où l'entreprise investit quand souvent ces manœuvres financières sont opaques et on sait que les entreprises utiliseront ça plutôt pour de l'optimisation fiscale que du vrai investissement. Donc pour revenir à cela, ils souhaitent donc produire français, ce qui est une bonne idée, favoriser cela en tout cas. Et ils souhaitent également que 75% des commandes publiques soient données
aux produits français, c'est-à-dire à des entreprises qui vont produire français et ne pas, comme on fait aujourd'hui, sous-traiter une partie du travail des entreprises qui vendent des produits étrangers. Encore une fois, c'est une bonne idée, mais il faut savoir que dans le budget de l'État, chaque ministère a un budget qui lui est propre, et donc il cherche souvent à aller au moins cher, souvent pour retirer ensuite avec ce qui restera, augmentation de salaire pour eux-mêmes, pour les conseillers divers et variés. Donc par limitation du budget, c'est une mesure intéressante, mais qui semble tout de même assez difficile à mettre en place. Mais c'est encore une fois une mesure de bon sens. Donc pour favoriser cela, il souhaite, comme je l'ai dit, réduire l'impôt pour les sociétés qui réinvestiront leurs bénéfices en France. C'est en divisant par deux l'impôt sur les sociétés, mais seulement sur les montants qui sont réinvestis en France. Donc là, c'est une bonne idée à la base, si vous voulez. Mais les entreprises vont plutôt utiliser ça pour l'optimisation fiscale. Il est difficile d'être sur le dos de chaque entreprise et contrôler si en réalité ils investissent réellement en France ou pas. Ou si, comme beaucoup d'entreprises qui font de l'optimisation fiscale, ils investissent dans la partie à perte de leur business en France et les parties qui font des bénéfices, eh ben, ils transportent ça à l'étranger via des facturations et des sociétés qui sont en réalité des filiales qui permettent de transférer les bénéfices. Donc vous prenez cette mesure qui est une mesure de bon sens, mais elle n'est pas applicable à la majorité des entreprises du CAC 40, car ce qu'elles font, c'est les activités qui ne sont pas rentables, elles sont comptabilisées en France, et les parties commerciales qui sont vendues, elles sont commercialisées à l'étranger, ou fait via une entreprise basée à l'étranger, ce qui permet de payer moins. Je vous donne deux exemples. Si vous vous faites une commande sur Amazon, vous payez avec votre carte bancaire française, vous faites délivrer en France, eh bien votre facture sera délivrée au Luxembourg. Donc le bénéfice de votre achat sera fait en réalité au Luxembourg. Et le coût de transport, de fabrication, et ben ça sera facturé en France pour qu'en France il n'y ait pas de bénéfices ou très peu et que la majorité des bénéfices soient taxés au Luxembourg, qui a évidemment des taxes plus faibles. Et vous avez le cas également de Ryanair, où si vous prenez un billet sur Ryanair, eh bien en réalité vous serez facturé à Malte, qui a un impôt sur les sociétés quasiment nul. Donc même avec cette mesure, la France ne peut pas être concurrentielle. Et les entreprises sont depuis des décennies des experts dans l'optimisation fiscale. Donc c'est une mesure qui à prime abord est de bon sens, mais qui paraît extrêmement difficile à mettre en place. Ensuite, ils souhaitent nationaliser les autoroutes et en l'espace de 5 ans supprimer les péages. Bon, pour cela, on sait les automobilistes seront satisfaits, ils vous remercieront pour avoir mis en place cela. Mais cela est confronté à un problème. C'est-à-dire que les péages aujourd'hui, qui sont certes très élevés, elles servent au maintien des infrastructures de l'autoroute et de l'autoroute elle-même, qui est fait donc par les sociétés qui exploitent ces autoroutes. En nationalisant les autoroutes, en supprimant les péages, en réalité, l'argent que vous payez aujourd'hui via les péages, eh bien, vous allez le payer via des impôts. Et donc, c'est une mesure qui paraît prime abord, encore une fois, de bon sens et très bonne, mais qui, in fine, vous amènera à payer des impôts déguisés. Donc, vous ne le sentirez pas. D'ailleurs, comme disait Colbert, l'un des ministres de Louis XIV, ce qu'il faut faire dans la taxation, c'est plumer loi sans qu'elle ait mal. C'est-à-dire, en gros, c'est l'impôt que vous ne sentirez pas, l'impôt dit invisible. Et ça, vous avez beaucoup d'impôts invisibles. Les fiscalistes vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Donc voilà. Ils souhaitent également qu'il n'y ait plus d'éoliennes. Alors ça, c'est une excellente idée. Parce qu'en fait, les éoliennes, qui peut paraître une solution miracle contre la pollution, pour arriver au carbone zéro. Mais en fait, c'est une vraie
bonne mais mauvaise idée en fait. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Pour différentes raisons. Déjà, le vent c'est une énergie intermittente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours de vent. Donc, quand il n'y a pas de vent, eh bien, vous faites comment pour faire fonctionner? L'éolienne ne délivre pas d'électricité. Donc, vous faites comment? Vu que l'électricité, on ne peut pas la stocker. En fait, il faut toujours être en capacité de produire, ce que les éoliennes ne peuvent pas faire. Deuxièmement, parfois, pour qu'elles fonctionnent, il faut utiliser des énergies fossiles pour qu'elles maintiennent la rotation minimum. Donc, pour le carbone zéro, on repassera. Il y a aussi le problème qui est peut-être le plus important, c'est le démantèlement. C'est-à-dire que ces structures ne durent quelques dizaines d'années. Ensuite, bien sûr les éliminer, les déconstruire, les démanteler. Seulement, il y a différents problèmes. Comment on fait? Il y a beaucoup de matériaux. D'ailleurs, hein, la construction d'une éolienne apporte beaucoup de pollution via tous les matériaux qu'il faut extraire, fabriquer, transporter. Donc, en fait, c'est pas du tout vert, mais enfin bref. Et pour démanteler, ça coûte une fortune. Après, on estime aujourd'hui à 250 000 euros par éolienne, ce qui est un montant non nul. Et ensuite, comment stocker, vu qu'il y a des matériaux qui sont non stockables. Donc, encore une fois, qu'il n'y ait pas d'éolienne, m'apparaît plutôt une bonne idée. Une énergie verte, fonctionnelle, que tout le monde sait, qui est efficace pour le coup, c'est l'énergie hydroélectrique. D'ailleurs, c'est plutôt sur celle-là qu'il faut investir, car le solaire souffre du même problème d'intermittence. Ensuite, ils souhaitent le prêt à taux zéro pour accéder à la propriété. Ça, encore une fois, c'est une excellente idée, mais qui sera difficile à mettre en place pour une raison assez simple, qui est que les banques vont s'y opposer. Les banques seront contre, car évidemment, les banques tirent un bénéfice lorsque les taux d'intérêt ont également un bénéfice. C'est-à-dire qu'il faut que le crédit leur apporte de l'argent. Sinon, quel est l'intérêt en réalité, vu le risque de non-paiement qui peut exister? Donc pour cela, il faudrait déjà créer un fonds français qui, ce fonds, puisse financer à taux zéro. Donc cela implique encore une fois des nouveaux prélèvements obligatoires pour financer ce fonds, qui lui-même permettra ensuite de financer l'accès à la propriété. Mais ce sera difficile à mettre en place, car les gens qui bénéficieraient de ça sont les petites gens, comme on dit, les classes moyennes et les classes pauvres. Or, ceux-là n'ont que très peu de pouvoir au niveau des lobbies et tout ça. Et les banques s'y opposeront. Et il faut savoir que les banques ont un pouvoir très fort à cause de la dette française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, la dette se refinance. Donc, pendant la durée du prêt, vous payez que les intérêts. Et à la fin de votre prêt, vous devez rembourser le principal, c'est-à-dire ce que vous avez emprunté. Donc, vous faites un prêt du même montant, voire supérieur, car les dépenses augmentent toujours, pour rembourser votre prêt précédent. Or, si vous ne faites pas des lois favorables aux banques, eh bien, les banques et fonds d'investissement cesseront de refinancer votre dette. Et là, vous aurez deux problèmes. Soit vous aurez donc moins de personnes prêtes à vous prêter de l'argent, donc mécaniquement, par le mécanisme de l'offre et de la demande, le taux d'intérêt augmentera fortement. Soit vous n'avez plus de qui vous finance et vous pouvez vous retrouver en cessation de paiement, ce qui serait dramatique pour un pays de la dimension de la France et pour la confiance future. Ensuite, ils souhaitent également zéro droit de succession pour la résidence principale. Ça, c'est une excellente idée parce que lorsque vous avez votre résidence principale, vous payez taxe foncière qui au passage a beaucoup augmenté ces dernières années car évidemment la suppression de la taxe d'habitation a en effet provoqué l'augmentation de la taxe foncière par un effet mécanique car comme la taxe d'habitation et la taxe foncière étaient prélevées par les collectivités locales, eh bien,
en supprimant l'une d'entre elles, et ça Macron le savait très bien lorsqu'il a fait, que les collectivités locales seraient entre guillemets obligées d'augmenter la taxe foncière pour compenser les pertes liées à la suppression de la taxe d'habitation. Donc voilà, donc c'est-à-dire quand vous avez votre résidence principale, vous payez année après année après année taxes foncières, différentes autres taxes lorsque vous achetez la maison, le notaire et tout ça. Et donc une fois, eh bien que malheureusement vous disparaissez, eh bien votre descendance doit continuer à payer des taxes, c'est-à-dire un droit de succession qui, si les enfants n'ont pas de moyens financiers, peut contraindre les enfants à vendre la maison pour payer le droit de succession. Donc ils se retrouvent à payer quelque chose qu'ils ne vont in fine ne pas avoir l'usufruit. Donc ça c'est effectivement un scandale absolu. Mais comme les gouvernements successifs ont besoin d'argent pour supporter le train de vie qui augmente de l'État, eh bien c'est une mesure qui n'a pas encore été mise en place alors qu'elle est de bon sens. Est-ce qu'une fois si Debout la France serait au pouvoir, est-ce qu'elle sera en mesure de la mettre en place? Je l'espère, mais j'ai des doutes. Donc voilà, mon bilan sur leur programme politique économique, c'est qu'en effet, il y a des bonnes choses, il y a des excellentes décisions, il y a des choses qui sont effectivement de bon sens et que n'importe qui a un peu de jugeote supporte. Il y a d'autres qui sont au mieux parfois électoralistes, c'est-à-dire dans le but de satisfaire un pan de la population qui voterait pour lui, et de l'autre utopique car non applicable via les différents traités où la France est engagée et les compromis financiers et les engagements financiers que la France a. Donc ce sera extrêmement difficile à mettre en place. C'est une politique économique qui va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire si vous me demandez est-ce que le programme économique de Debout la France est meilleur que ce qu'ont fait les gouvernements Sarkozy, Hollande, Macron, ben je vous dis oui, très clairement oui, même s'il y a des points, comme vous avez vu, qui ne sont pas applicables, mais c'est un parti qui au niveau économique, je dirais, qui est plutôt performant. Et bien maintenant, je vais parler donc de leur aspect de leur politique en règle générale, plutôt voilà, sur les points centraux du parti hors économie. Donc ce qui est aussi la matrice de ce parti au niveau politique sociale, sociétale, de politiques extérieures, etc. Donc voilà. Un point, ils veulent expulser massivement les clandestins et les délinquants. Ce point-là, je le dis, il est complètement utopique. Il est impossible à mettre en place tant que la France appartiendra à l'Union européenne. Voilà, ça c'est impossible car tant que la France appartient à l'Union européenne et à l'espace Schengen, l'expulsion massive est impossible à mettre en place. Et là, certains vous pourront dire, oui, mais il n'est pas totalement possible car on peut les expulser quand même, on est un État souverain. Alors, souverain, oui, vous avez déjà des problèmes, c'est-à-dire parfois vous voulez expulser des clandestins, des criminels, des délinquants, mais c'est impossible car la Cour de justice européenne vous empêche de le faire. D'ailleurs, c'est la motivation principale pour laquelle Cameron s'est décidé à convoquer le référendum sur le Brexit. C'est car la Grande-Bretagne parfois voulait expulser des délinquants étrangers et elle ne le pouvait pas car la Cour de justice européenne ne l'autorise pas. Et comme Dupont-Aignan et Debout la France compte rester au sein de l'Union européenne et l'espace Schengen, c'est à mon avis impossible à mettre en place car la Cour de justice européenne ne l'autorisera pas. Et ensuite on a le problème de l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'un clandestin, qu'un délinquant étranger qui est expulsé, il peut être expulsé et renvoyé dans son pays. Encore faut-il que le pays d'origine délivre ce qu'on appelle les passeports consulaires, c'est-à-dire qui lui permet de revenir dans son pays d'origine. Déjà, il faut que le pays accepte de le recevoir, ce qui n'est pas sûr, car les pays africains,
ils envoient leur surplus démographique en Europe. Donc, ils se débarrassent en fait de personnes qui seraient susceptibles de leur provoquer un problème dans leur continent et dans leur pays. Car ces gens-là étant jeunes, ils peuvent avoir un esprit révolutionnaire. Donc, ils s'en débarrassent et ainsi souvent ils peuvent maintenir leur dictature en place. Ça, c'est l'une des premières choses qu'il faut savoir. Et en plus, au-delà de ça, ils transforment ces gens-là en des virements Western Union et en réinvestissement dans le pays via des aides qu'ils peuvent donner à leur famille ou des constructions de maisons de vacances sur place. Donc évidemment, les pays africains ne veulent surtout pas les recevoir. Ils préfèrent qu'ils continuent à des mandats cash plutôt que des problèmes sur place et qui peuvent participer à des révolutions. D'ailleurs, si vous remarquez toutes les révolutions venues de la rue en Afrique, elles sont toutes, quasiment toutes, menées par des jeunes. Donc, ce côté-là déjà est difficile. Et même, quand bien même le pays accepte de le recevoir, ce même immigré clandestin ou délinquant peut revenir en Europe. Comment est-ce qu'il le fait? Il revient par exemple via l'Italie ou la Grèce, ou d'autres pays, pas que eux. Et en revenant par là, via l'espace Schengen et la libre circulation des biens et des capitaux, eh bien, ces gens-là reviennent en France. C'est-à-dire, en gros, ils sortent par la fenêtre, par la porte, et ils reviennent par la fenêtre. Donc, tant que la France appartiendra à l'Union européenne, ce point paraît tout à fait utopique et impossible à mettre en place. Ils souhaitent ensuite le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, à partir de 500 000 signatures. Ça, c'est une excellente idée. Un peu à l'instar de ce que fait la Suisse. La Suisse est à ce point un excellent exemple. C'est-à-dire que les référendums, c'est-à-dire en gros quand vous élisez quelqu'un pour vous représenter. Donc pouvoir organiser des référendums permet de réclamer lorsqu'une politique ne va pas dans le sens de votre vote. C'est-à-dire que si vous votez pour un candidat pour qu'il applique son programme, que dans ce programme il y a un point A, B ou C et que l'un de ces points n'est pas suivi, eh bien vous pouvez convoquer un référendum pour faire entendre votre voix. Ce qui est quelque chose de bon sens, mais qui est difficile à mettre en place, là pour des raisons complètement évidentes. Pourquoi? Car la majorité des politiques ne veulent pas, car ils veulent garder leur précaré d'autorité. Mais c'est une idée excellente et que j'approuve et que tout parti ayant ce point-là dans son programme mérite de recevoir des voix. Ensuite, il souhaite, celui qui est, je pense, au point éthique, le meilleur programme, la meilleure partie du programme de Debout la France, sur le point éthique encore une fois, il souhaite que toute personne qui se candidate à un mandat législatif ou peu importe le niveau, c'est-à-dire commune, département, région, Assemblée nationale, Sénat, président, etc. Il souhaite que tous ces gens-là ne puissent que présenter leur candidature s'ils ont un dossier judiciaire vierge. Et là, c'est un point sur lequel je suis complètement d'accord. Et là, on touche à l'un des plus grands scandales de la politique en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous candidater pour être président d'une mairie, par exemple, en ayant un casier judiciaire. Alors qu'il y a en France, j'ai compté une fois, plus de 200 professions qui vous obligent pour exercer d'avoir le casier judiciaire vierge. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de professions qui vous l'exigent. Par contre, vous pouvez avoir un mandat électif en ayant un casier judiciaire. Ce qui est à mon avis un scandale et quelque chose qui ne devrait pas exister. Mais là, évidemment, s'il est élu, ce sera difficile à mettre en place car lui peut être favorable, mais les députés vont traîner des pieds pour la mettre en place car souvent, certains d'entre eux ont évidemment des casiers judiciaires. Donc, ou peuvent s'autoriser à penser qu'ils pourront en avoir vu leur manœuvre politique. Donc, est-ce que ça sera mis en place? J'ai des doutes. Est-ce qu'un jour un parti réussira à mettre ça en place? Je n'ai pas de grandes illusions sur ce point-là. Ensuite, il souhaite quitter le commandement intégré de l'OTAN.
Alors là, déjà, il ne faut pas confondre, c'est-à-dire contrairement aux autres partis que j'ai traités jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'UPR et les Patriotes, eh bien, lui ne souhaite pas quitter l'OTAN. Il ne souhaite pas sortir de l'OTAN, il souhaite juste quitter le commandement intégré de l'OTAN. D'ailleurs, ce qu'a fait De Gaulle. De Gaulle avait quitté le commandement intégré de l'OTAN pour être juste un membre de l'OTAN. Qu'est-ce que ça change de ne pas appartenir au commandement intégré de l'OTAN? Cela change au niveau décisionnaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de suivre complètement ce qui est décidé au plus haute sphère, et surtout vous n'êtes pas responsable directement de ce que l'OTAN fait, mais vous l'expliquer en détail, j'en serais incapable. D'autres certainement savent l'expliquer mieux que moi. Moi, à ce point-là, je suis incapable de vous expliquer quelle est la différence entre les deux, ou la grande différence notoire, on va dire. Ensuite, il souhaite interdire le financement des mosquées via des fonds étrangers. Encore une fois, c'est une bonne idée, mais qui est difficile à mettre en place, car ils peuvent faire des fonds via différents comptes offshore ou différentes entreprises, ou via une entreprise légale, ou une entreprise française ou une association. Les associations en France, certaines sont de vrais scandales, mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais donc, ils peuvent se financer, les étrangers peuvent financer une mosquée indirectement. Comment est-ce qu'ils font? Par le Qatar, car c'est celui qui finance le plus des mosquées en France. Au lieu de financer la mosquée directement, il va créer une entreprise en France qui elle-même va passer l'argent à une autre entreprise en France, qui elle-même va faire une donation à une association, et cette association en France donnera la mosquée. Donc ils réussiront quand même à se faire financer par l'étranger, mais sans que ce soit très visible et étant plutôt opaque. Ça met des années à être détecté. Le jour où c'est détecté, ils ont déjà un autre système en place. Donc ce point-là, qui est une bonne idée, pareil, difficile à mettre en place. Ensuite, ils souhaitent supprimer le pass sanitaire Covid. Ça, c'est l'idée, je suis complètement pour. Pour moi, les passes sanitaires et différents passes sont un scandale absolu. La gestion du Covid a été un scandale absolu. D'ailleurs, ce sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos qui sortira, je pense, au courant de la semaine prochaine. Non, de cette semaine, qui sortira, je pense, entre peut-être mercredi, jeudi. Donc, où je vais expliquer tout ce qui s'est passé pendant le Covid et évidemment via ce qui est ma spécialité, c'est-à-dire l'économie et la finance. Vous expliquer comment l'économie et la finance a tiré profit du Covid et les politiques également, et le scandale qu'a été le Covid au niveau de sa gestion. Donc, je vais vous faire une vidéo très explicite à ce sujet. Donc, c'est une occasion pour vous abonner à cette chaîne. Ainsi, vous pourrez être notifié quand cette vidéo sortira. Et je pense que la plupart d'entre vous vont adorer le sujet, vont adorer ce qui sera traité. Et je pense que ça va éclaircir beaucoup de ce qui vous est arrivé pendant cette effroyable pandémie qui a été un scandale absolu et une fraude absolue, notamment dans le comptage des morts, que je vous expliquerai. Donc là, ce sera une vidéo, je pense, peut-être même faite en plusieurs parties, tel est le scandale que ce fut. Et il souhaite évidemment la réintégration des soignants suspendus, qui est là un autre scandale. C'est-à-dire que nous avons une crise des soignants en France, et bien que fait l'État, strictement rien. Au contraire, il les empêche d'exercer. Ils ont pratiqué un peu une espèce d'apartheid qui rappelle les heures les plus sombres du siècle dernier, où on empêche des gens de travailler sous prétexte qu'ils ont refusé de se faire vacciner contre un vaccin pour lequel, il faut rappeler, la phase 3 n'est pas terminée. C'est-à-dire que les vaccins que l'on prend lorsqu'on est petit contre la tuberculose et d'autres maladies infectieuses, ou la variole, eh bien, ces vaccins sont sûrs, car déjà, ils ont passé plusieurs étapes. C'est-à-dire un vaccin, pour qu'il soit approuvé, vous avez l'étape 1, qui dure en moyenne 6 mois, l'étape 2, qui dure 2 ans, et vous avez l'étape 3, qui dure souvent entre 5 à 10 ans. L'étape 3 sert à confirmer les résultats des 2 premières.
Si les deux premières, si la phase 3 ne confirme pas les résultats des deux premières, ben vous devez recommencer le processus. Donc les vaccins que l'on doit prendre quand on est petit sont efficaces, car déjà, ils ont passé les 3 phases, et ensuite nous avons plusieurs décennies de recul. Or, pour le Covid, en fait, la phase 2, qui normalement est faite sur des rats de laboratoire, eh ben, a été faite sur les êtres humains. Ce qui est à ce point-là un pur scandale, mais évidemment, nous, on y reviendra dans une vidéo à ce sujet. Donc voilà, donc bon. Et donc les réintégrer, ce serait la première des décisions que n'importe quel politique peut prendre. Mais comme nous voyons malheureusement trop souvent dans l'hémicycle français, en ce moment, seul Dupont-Aignan défend ça. Donc pour ce point-là, déjà, moi je dis bravo, bravo. Ensuite, il souhaite évidemment la création de 20 000 lits. Et là, on touche à l'autre scandale du mandat Macron, c'est-à-dire que pendant l'effroyable pandémie, que les hôpitaux croulaient sous les malades, qu'il y avait de vrais problèmes, là, pour le coup, de prise en charge de la maladie et de ses conséquences, eh bien, il a supprimé des lits d'hôpital. Donc, il a supprimé, dans ses 5 ans, mandature, 17 000 lits d'hôpitaux. Je répète, pour ceux qui n'ont pas bien compris, 17 000 lits d'hôpitaux. Hein? Bon, c'est un scandale, ça c'est honteux. C'est honteux. Mais seulement aujourd'hui, les hôpitaux ne sont plus gérés pour soigner des malades, ils sont gérés pour traiter de clients. Donc si un hôpital n'est pas rentable, bien on le ferme. Mais la santé, ce n'est pas fait pour être rentable. Je suis désolé. La santé, c'est fait pour soigner et pour qu'il y ait le plus d'hôpitaux éparpillés le plus équitablement possible dans le territoire français. Or, nous avons des vides médicaux qui sont à ce point-là un scandale absolu. Ils souhaitent remettre de l'ordre judiciaire, notamment des peines planchées, et appliquer les peines qui ont été données. Ça, c'est un point complètement fondamental pour moi, qui est, encore une fois, difficile à appliquer, car les magistrats ne sont pas très ouverts à l'idée. Les prisons sont suroccupées. Voilà, et donc évidemment ce sera difficile à voter, car il faut quand même rappeler que cela n'est pas bien pour les politiques, car vous savez, parfois des politiques ils prennent des peines d'1 ou 2 ans, car ils savent, de toute façon on leur donne ces peines-là, car elles ne seront jamais appliquées, parce qu'on les enverra chez eux avec un bracelet électronique à la limite, donc c'est pas un problème quoi. Donc en réalité, ce sera difficile à mettre en place, je pense. Mais c'est une bonne idée, hein, c'est-à-dire 2 ans, c'est 2 ans. Pour moi, je suis même favorable à une chose. Bon, sur son programme, ça, je ne l'ai pas trouvé. D'ailleurs, c'est sur tout ce que je vous dis ici du programme de Debout la France a été pris sur leur site. Donc, je n'ai rien inventé. Moi, je suis pour qu'une réclusion criminelle qu'il n'y ait pas de remise de peine. Pour moi, les remises de peine, ça ne devrait pas exister. C'est-à-dire, si vous êtes condamné par une cour d'assises, par exemple, à 20 ans, eh bien, vous devez faire les 20 ans incompressibles. Pour moi, les remises de peine sont un scandale. Après, on s'étonne de la récidive? Eh bien, moi, ça ne m'étonne plus. Donc, voilà. Ensuite, ils souhaitent une école exigeante. Alors ça, moi, je trouve qu'au niveau... ça, c'est un des points qui est un peu mon cheval de bataille personnel. C'est-à-dire que si on vous lit que dans les pays occidentaux surtout, année après année, le niveau scolaire général baisse, et donc par conséquent les élites veulent ça, car ça permet de bloquer l'ascenseur social et ainsi qu'ils puissent procréer entre eux et s'auto-alimenter entre eux. Mais pour moi, l'exigence à l'école doit être une exigence maximale. On doit exiger le maximum aux enfants pour qu'ils surperforment et qu'ils puissent progresser dans leur carrière. Là, je vais vous donner des exemples que je connais, donc de ma vie personnelle et de ce que l'on peut me dire. Là, c'est concrètement un exemple de ma vie personnelle. Quand j'étais gamin, si j'avais une mauvaise note, mon père me disait « Umberto, c'est quoi cette merde ?» pour parler vulgairement. Et moi, des fois, je trouvais, comme j'étais gamin, quand un gamin cherche des excuses, « Oui, mais tu sais, c'est le prof, il est chiant. » J'aime pas, il sait pas donner des cours, c'est pas l'être le plus brillant sur cette planète.
Et mon père, il me disait, Umberto, toi dans ta vie, tu auras des profs que tu vas aimer, tu auras des profs que tu ne vas pas aimer, mais ce n'est pas important car les profs, ils ont l'autorité, donc ils ont raison. Eux, ils ont déjà leur avenir écrit, ils exercent, ils ont leur carrière faite. Toi, tu dois étudier pour toi-même. Donc tu dois être exigeant envers toi-même pour atteindre tes objectifs dans la vie. Ça, c'était la doxa qui existait à mon époque. Et encore, je ne suis pas très vieux comme vous pouvez le voir. Mais c'est-à-dire, il y a encore 10 ou 15 ans, 20 ans, c'était ça. Les parents exigeaient leurs enfants qu'ils aient des bonnes notes, qu'ils se comportent bien pour pouvoir évoluer socialement. D'ailleurs, c'est ce que mon père me disait. Il a dit, tu as deux solutions. Soit tu fais des efforts et tu auras une meilleure vie, soit tu ne fais pas d'efforts et tu travailleras dans la dureté et avec des salaires ridicules. Donc, c'est un choix. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, une fois, je suis allé avec une amie assister à la réunion de classe de sa fille. Et là, j'ai assisté à un truc ubuesque, complètement scandaleux. Le prof, il explique, c'est un prof de 5e. Et il explique, c'est la prof principale. Et elle leur dit, le prof de maths de vos enfants nous a dit que le niveau scolaire de cette classe est extrêmement faible. Il faut savoir que dans le pays en question, les classes sont les mêmes du CP à la 3e. Le niveau de cette classe est un scandale. Ils sont en 5e et ils ont le niveau de CM2. Et là, qu'est-ce que les parents d'élèves disent à la prof? C'est pas la faute de mon enfant s'il a des mauvaises notes, c'est la faute au prof qui n'est pas intelligent et qui ne sait pas enseigner. Vous voyez la différence? C'était comme une époque, on exigeait à nous, gamins, d'avoir des bonnes notes. Les parents étaient exigeants avec nous. Et eux, ils avaient raison. Moi, je le dis haut et fort. Les parents, faire ça avec moi et avec mes collègues, et avec mes amis, avec ma famille, ils avaient raison. Aujourd'hui, les parents ont tort. Et c'est pour ça que le niveau scolaire baisse et que l'ascenseur social est bloqué. Pas que pour ça, évidemment. Nous avons aussi une élite qui a bloqué les postes clés pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Mais les parents aussi sont responsables de l'arrêt de l'ascenseur social. Voilà. Donc là, je vous ai un peu expliqué le programme politique général du parti Les Patriotes, le parti Debout la France, pardon. Voilà, donc j'ai essayé d'expliquer la meilleure façon possible. Selon moi, leur partie du programme qui est bien, celle qui est moins bien, ceux où je suis d'accord, ceux où je ne suis pas, ceux qui sont réalisables et ceux qui sont utopistes. Maintenant, il ne nous a pas échappé que les résultats de Debout la France au niveau national sont très faibles. Et les résultats de Nicolas Dupont-Aignan, notamment au présidentiel, sont mitigés et il réussit quand même à être élu depuis 97, je pense, député national. Donc il est quand même député depuis 25 ans, 26 ans. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ces résultats? D'abord, évidemment, je pense que l'un des problèmes de Debout la France est leur difficulté à avoir des mandats locaux et aussi nationaux, notamment à l'Assemblée où il est tout seul. C'est que le parti, je pense, ça c'est une opinion personnelle, hein. Moi je n'ai pas de conseil à donner à personne, moi je donne un avis, c'est que le parti est trop personnalisé, c'est-à-dire que les gens confondent Debout la France et Dupont-Aignan. Pour eux c'est le même parti, le parti en réalité se confond. Donc je pense que ça c'est limitatif pour que le parti grandisse. C'est-à-dire qu'il est trop identifié Nicolas Dupont-Aignan. Ça, c'est l'une des raisons, je pense, qui justifie leurs faibles résultats. Mais également, Dupont-Aignan n'a pas les meilleurs résultats du monde, à part que être élu député, c'est-à-dire qu'il travaille plutôt bien localement. Donc, est-ce qu'il serait capable de faire la même chose au niveau national? À voir. Mais je pense qu'il a plusieurs plafonds de verre, je pense. Tout d'abord, le créneau, c'est-à-dire qu'il est bloqué, en fait, entre les Républicains, bon, parti qui est moribond aujourd'hui et je dirais quasiment mort, et qui le fait, qui collabore avec Macron au gouvernement, je pense qu'il le tue encore plus et qu'il est en fait en train de se suicider. Bien sûr, je parle en termes métaphoriques. Ils sont en train de
tuer leur avenir politique pour le présent. Par exemple, demandez-vous pourquoi est-ce qu'ils ne votent pas les motions de censure. C'est surtout car, comme vous savez, être député rapporte beaucoup d'argent. Et eux ne veulent pas, comme la soupe est, comme on dirait vulgairement, bonne, eh ben, ils ne veulent pas remettre leur mandat en jeu, prendre le risque de le perdre et ainsi perdre leurs revenus qui sont énormes, c'est-à-dire un salaire très élevé, logement de fonction, assistant parlementaire en veux-tu en voilà, permanence parlementaire, ce qui fait que les revenus entre revenus nets et revenus matériels, on va dire, ça se chiffre pratiquement à 10 000 euros par mois. Donc vous imaginez bien que c'est difficile de prendre le risque de perdre ce mandat-là. Donc ça le problème, il est placé entre les Républicains et le Rassemblement national. Donc déjà là, je pense c'est une difficulté de positionnement. C'est-à-dire, il ne veut pas être trop proche des Républicains, mais il ne peut pas non plus être trop Rassemblement national. Ensuite, il souffre évidemment de l'effet qu'on appelle l'effet du vote utile. C'est-à-dire au moment où les élections arrivent, on vote moins pour sa conviction personnelle que pour le candidat le plus proche de sa conviction personnelle qui a des chances d'aller au second tour. Typiquement, je vous donne un exemple. Vous êtes un fan de Dupont-Aignan, de Zemmour, d'Asselineau, de Philippot, eh bien, vous aurez tendance, vous aurez plutôt le réflexe au moment de voter Rassemblement national, car c'est le parti, en fait, de tous ceux que j'ai cités, c'est celui qui a le plus de chances d'être au second tour. Et ainsi, vous votez pour lui, car vous voulez qu'au moins vos idées n'étant pas parfaitement représentées, elles soient au moins minimum représentées. Et vous avez peur que si vous votez pour vos convictions, eh bien vous avez un second tour Mélenchon-Macron. Donc choisir entre les deux, c'est compliqué. Et bien vous avez aussi la même chose à gauche, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait prêt à voter communiste ou socialiste ou pour le NPA, bon le NPA, j'en ferai une vidéo aussi sur ces partis-là, notamment sur le NPA, qui est pour moi l'un des pires partis de ce pays, voire le pire, et ça c'est un autre sujet. Eh bien ces gens-là, au lieu de voter pour le candidat auquel ils croient, ils vont voter pour Mélenchon, car c'est selon eux, qui a le plus de chances d'aller au second tour. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Donc, ils souffrent de ça. Et ensuite, ils souffrent des positionnements. C'est-à-dire déjà, la question du Covid, le fait qu'il ait pris fait et cause pour les soignants suspendus contre le pass, à tort ou à raison, selon moi, à raison. Il a eu raison de le faire. Mais les études de sondage disent, évidemment les médias n'aidant pas, la majorité des gens étaient favorables au pass car ça leur donnait l'impression d'être protégés ainsi que le port du masque et toutes ces conneries. D'ailleurs, je vous expliquerai dans la vidéo pourquoi le port du masque a été mis en place. Pas pour protéger les gens, pour des questions économiques que je vous expliquerai en détail. Ce sera croustillant, je vous l'annonce. Ce sera sans doute ma vidéo la plus forte et la plus pertinente sur cette chaîne. Donc, encore une fois, une bonne raison pour vous abonner, pour mettre un like, pour commenter, pour augmenter le référencement de mes vidéos. Celle-là du Covid va certainement vous plaire, j'en suis certain. Mais revenons donc, il y a ça. Il y a ensuite ce qui lui a apporté à mon avis très préjudice, notamment lors de la dernière élection. Je pense que ça a apporté préjudice à lui et à Zemmour un peu, d'une certaine façon. C'est le conflit russo-ukrainien. C'est-à-dire qu'ils ont pris fait et cause pour la Russie. Et là, ça donne l'image, qui est à mon avis fausse, mais ça donne l'image que le parti est financé par le Kremlin. Donc, évidemment, les gens au moment de voter, ils ont du mal, tu vois. Est-ce que c'est un parti qui est complètement pro-russe? Non, je pense pas. En plus, il défend la paix.
les reconnaissances du Donbass, des populations russophones, tout ça. Mais en fait, c'est inaudible. C'est-à-dire que l'ambiance médiatique des médias dits mainstream, eh bien, est que il faut, si vous défendez la paix, en fait, vous êtes pour la Russie car vous voulez que la Russie annexe le Donbass. Voilà. Donc, il a souffert, à mon avis, de ces points de vue-là. Sur son programme, il y a également quelques points de crispation. Mais je pense que ce qu'il a souffert ces dernières élections, en réalité, c'est de ça. C'est le positionnement russe contre le Covid. En fait, ces deux positionnements-là, ces deux pôles, ont pris comme ça tout l'espace médiatique et tout l'espace du mental de la population. C'est-à-dire que si vous demandez à la majorité des populations spontanément, décrivez-moi Debout la France et décrivez-moi Nicolas Dupont-Aignan, ben la majorité des gens vont vous dire pro-russe, anti-Covid, voire anti-vax. Ce qu'il n'est pas anti-vax. Il est anti-vaccin Covid, il n'est pas anti-vaccin en général. Les gens confondent les deux. Mais bref. Et donc, du coup, tout son programme économique est à mon avis très bon. Pour l'instant, moi, comme vous savez, pour ceux qui suivent cette chaîne, et pour les nouveaux, je vous le dis, j'ai analysé donc à ce moment 3 parties. Debout la France, les Patriotes de Florian Philippot et l'UPR d'Asselineau. Pour moi, celui qui a le meilleur programme au niveau économique, c'est Debout la France de Dupont-Aignan, de très loin. Mais son programme est occulté en fait par ces deux aspects-là. Donc je pense, moi, mais je n'ai pas de conseil à lui donner, mais je pense quand même qu'il gagnerait plus à mettre en avant son programme économique et social, mais surtout économique, car sur ce point-là, il est très performant. Et il a notamment écrit un livre qui s'appelle Un gâchis de dingue ou un pognon de dingue, je ne me rappelle plus du titre exact. Je le mettrai, de toute façon, je mettrai le lien vers son livre. Et je ne suis pas sponsorisé par Dupont-Aignan et je ne le connais de nulle part. Mais je mettrai en lien son livre pour que vous puissiez lire comment faire des économies. Et son plan économique est à mon avis très bon et excellent. Voilà. Bon, j'espère vous avoir expliqué du mieux possible et avoir fait l'analyse la plus objective possible du parti Debout la France et de Nicolas Dupont-Aignan. Moi, dans toutes les analyses des partis que je fais, j'essaie d'être le plus honnête et objectif possible. Que je sois sympathisant d'une idée ou pas, moi je montre objectivement la réalisation possible et la viabilité. Également, j'essaie d'expliquer pourquoi est-ce que ils gagnent ou pas d'ailleurs. Pour l'instant, j'ai fait que des partis avec des mauvais résultats. Mais évidemment, mon idée, c'est de traiter tous les principaux partis de l'échiquier français. J'ai commencé à l'extrême droite et je finirai évidemment par l'extrême gauche. Je ferai tous les partis. Donc, j'expliquerai les victoires et les défaites. J'essaie de le faire de la façon la plus objective et transparente possible pour vous donner une grille d'analyse différente. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose sur le programme de Debout la France. Si tel est le cas, vous pouvez remercier cette vidéo en mettant un pouce et en laissant un petit commentaire. Et vous pouvez également vous abonner et actionner la cloche qui vous permettra d'être notifié sur les prochaines vidéos à venir. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo et je vous dis à très bientôt.